Alors, rebonjour tout le monde, un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Cette journée spéciale de fin d'année de Défi Montréal, on célèbre ensemble les entrepreneurs, l'innovation. On ramène M-Style, donc ceux qui ont connu nos volets de vitrine pour entrepreneurs. C'est un peu notre événement phare qu'on a fait pendant des années avec vous, ensemble, pour célébrer le talent, célébrer l'innovation. Et on a un petit peu cette formule-là. On est des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. On a besoin de rayonner. Vous avez, la plupart d'entre vous, des talents puis des technologies, des pouvoirs spéciaux assez extraordinaires. Votre défi, il faut être connu. Il faut que les gens entendent parler de vous. Fait que, oui, toutes les semaines, on vous met en valeur, on vous met en vitrine, on parle de vous. Et M-Style, c'est un petit peu notre tradition, notre démodé à nous, c'est trouver des clients, trouver des partenaires, rayonner au niveau de l'écosystème et de vous donner la vitrine dont vous avez besoin. Parce que souvent, votre plus gros défi, la plupart du temps, comme entrepreneur, vous avez des technologies, des innovations, puis vous réglez des problèmes majeurs dont le monde a besoin. Ça vaut potentiellement beaucoup de millions, potentiellement. Et là, comment on y arrive? Bien, des fois, ça prend un endroit où on peut parler, on peut échanger, on peut vous mettre en valeur, vous aider à communiquer. On a parlé un peu de médias tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, célébration du talent. On veut bâtir un monde à notre image avec vous, avec vos innovations de toutes les sortes. Oui, on innove dans tous les domaines. On a entendu, on a fait un tour de table, là, il y a des gens en technologie de pointe, en cybersécurité, de l'intelligence artificielle qui va nous guérir, puis même prévoir, nous guérir avant qu'on soit malade, régler le problème de santé. Je pense que c'est majeur. On va rendre nos maisons multifonctionnelles, on va rayonner à l'international et tout. On va changer. On a des gens dans l'électricité, l'énergie verte, la compression d'images. Donc, on couvre des enjeux majeurs ici, avec vous, en ligne et sur l'Internet. On a de quoi changer le monde, sauver le réchauffement de la planète, faire la transition numérique. C'est des impacts de milliards pour des milliards de personnes. On se le souhaite. Et justement, c'est la thématique ce matin en commençant. On peut dévier statu quo. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. J'étais en train d'expliquer justement que quelque part autour de 2008, le 20e siècle est terminé. Avant, plus tu étais gros, plus tu avais de l'argent, plus tu avais des moyens, plus tu étais puissant. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est pas l'argent ni les moyens qui sont la différence, ce sont les talents. La technologie est accessible. Sur l'Internet, on a accès à tout le monde, on peut faire. C'est le savoir-faire qui fait la différence. Fait que c'est pas un hasard. 2008, il y a eu l'apparition du iPhone, des téléphones intelligents. C'est un centre multimédia, studio. Écoute, il y a 20 ans, on a rêvé d'avoir ça dans notre ordinateur. Ça prenait des millions. Maintenant, on l'a dans notre poche. OK? C'est un game changer. La technologie a fait ça. C'est le premier point qui a fait que, oui, aujourd'hui, David bat Goliath puis il fait des tours auto. 4 fois. Les grands joueurs qui ont beaucoup de moyens de technologie et d'innovation, on le voit, n'ont pas nécessairement la capacité d'innover qu'on a. Ils n'ont pas la flexibilité. Une armée, c'est gros, OK, mais c'est pas capable de faire beaucoup de choses. L'agilité, l'adaptation, la capacité d'innover et de voir, c'est majeur. C'est pour ça qu'on est entré dans l'ère des entrepreneurs, l'ère des startups. Et que là, les grandes sociétés, s'ils veulent innover, bien, la plupart du temps, ils peuvent pas le faire à l'interne. Il y a des gens qui le créent, puis sont obligés de payer des millions pour racheter des entreprises, puis même des fois essayer de vous garder à l'interne, mais ils ont bien du mal. Parce qu'à un moment donné, être entrepreneur, c'est un virus qui se guérit pas facilement, OK? Fait que c'est vraiment un élément important. En introduction, je disais, il y a une tempête parfaite depuis 14 ans déjà qui est arrivée. La technologie, au niveau de la mondialisation, c'est sûr que les pays émergents maintenant en Asie, ils ont une croissance phénoménale parce que la job facile, là, ils la font bien mieux que nous, puis bien plus vite, puis bien moins cher. Puis ça ne va pas changer. Puis il y a plein d'autres pays qui attendent en file pour les suivre. Fait qu'à un moment donné, on doit innover. OK? Le Québec, pendant des années, on était le cheap labor. On était la Chine des États-Unis. Bien, depuis quelques années, heureusement, on est condamné à innover, à élever, à amener dans la valeur ajoutée, à investir dans l'humain, dans notre meilleur talent. Fait que c'est beau. Traditionnellement, le Québec King, c'était quoi? On dépensait en dollars canadiens, puis on vendait en dollars US. On n'avait pas besoin d'être bon. Tu sais, on faisait un peu de tout. On n'était pas pire quand même, mais au niveau d'être performant, d'être des bons dirigeants, des innovateurs, la valeur ajoutée, bien là, en 2020-2022, on n'a plus le choix. On ne peut plus suivre. Le secteur manufacturier, ça fait 15 ans, il est en train de se réinventer.
Mais ce que en Asie ou dans les pays émergents qui font pour beaucoup moins cher, mais à un moment donné, il faut sortir de là, puis il faut aller ailleurs. On innove, on développe, on défie le statu quo, on amène de la valeur. C'est ça, être entrepreneur. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de nous. On l'a vu, on se bat, par exemple, pour des problèmes dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie, dans l'environnement, les problèmes Internet. On les a, les solutions. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut en parler, il faut bouger un peu. C'est pour ça qu'on est là. On a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de changer le monde. On en a plusieurs qui ont déjà commencé à défier le statu quo depuis quelques années. On est très heureux de vous les présenter ce matin et de voir un peu, oui, l'ère des startups, innovation technologique, tout est beaucoup plus accessible, la mondialisation, l'internalisation qui est là, mais surtout une capacité de développer le volet humain, la capacité d'apprendre, d'innover et de se développer qui est vraiment à un autre niveau. On va parler ce matin de défi de statu quo. Mon prochain invité, Philippe, très heureux d'avoir avec nous. Comme je disais, on s'est connus à la naissance de l'Internet. C'est un des rares qui a connu le HTML en mode texte. Puis je me rappelais même pas du nom du navigateur. Tu me dis c'était Lynx. C'est toi, lui, c'est un vrai geek. Il s'en rappelle. Fait qu'on a vu un petit peu l'émergence de ça, mais je pense qu'on réalisait pas sur quoi on était assis vraiment. Tu l'as vu, tu es entrepreneur, tu as connu beaucoup ce milieu-là. Ça fait plaisir de t'accueillir ce matin, puis de parler un petit peu de tes nouvelles aventures. Oui, on a le micro. Donc, Denis va te connecter. Juste ici. C'est bon? Parfait. Bon. Alors, bienvenue Philippe. Merci. Ça fait plaisir. Bienvenue à Défi Montréal. Ça fait plaisir d'être ici. Ça fait plaisir. Alors, oui, ben c'est ça. Oui, ben soyons-nous. On va y aller relax. On reste très convivial. Hein? Fait que sur Internet, si vous voulez intervenir, vous êtes bienvenus. Dans la salle, on va y aller un peu de façon pas mal ouverte ce matin. C'est ça, donc le côté numérique, informatique, bon, je pense que ça t'anime depuis longtemps. Tu as travaillé chez Google, ouais. Fait que tu as vu les géants de l'intérieur. Et souvent, on parle des entrepreneurs qui disent « Ah, OK, qu'est-ce que je vais faire? Google a bien plus d'argent, Microsoft. » Moi, c'était sur Microsoft, j'avais fait ma thèse au MBA. Puis quand c'était la guerre entre Netscape et Microsoft, là. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Puis les gens de HEC, c'était tout Netscape va tuer Microsoft, ça va tout changer. Puis je leur dis « Pas sûr! » Mon prof n'avait pas aimé ça. Pas sûr, pas sûr. Tu sais, à l'époque, on voyait déjà les géants informatiques qui avaient des moyens quand même importants. Et de dire, est-ce que Google développe une technologie? Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux de se tenir loin de ça? En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'innovation pour les entrepreneurs. Je vais te laisser te présenter et peut-être un petit peu ton cheminement aussi. Oui, j'en parlais un petit peu de ce Google-là. Donc, me présenter brièvement, je suis une bébête à deux têtes, un peu. Je suis issu du milieu académique. J'ai fait ma thèse de doctorat, mon postdoc en informatique, computer graphics, informatique graphique, soft image, ces trucs-là, tu sais, jeux vidéo, tout ce qui était bien populaire à l'époque. Mais surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dedans. Mais c'était avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, l'apprentissage machine, tout ça, les réseaux de neurones. J'en ai fait à l'époque à l'Université de Montréal avec le professeur Bengio, mais c'était le rebelle de la gang, ça fonctionnait pas. Mais moi j'aimais bien ça. En tout cas, toujours est-il que je viens de ce milieu-là, mais après avoir fait 3 ans de postdoc, j'ai bifurqué, j'ai décidé de pas continuer dans une carrière académique. Je suis rentré chez Google. Entre-temps, j'avais eu quelques startups, quelques expériences d'entrepreneuriat pendant ma maîtrise ou des projets open source qui étaient devenus populaires, qui s'étaient transformés en entreprise, ce genre de choses-là. Mais là, j'ai dit, OK, c'est correct, l'entreprise, pour moi, c'est correct, je vais aller chez Google. Une pas pire boîte, tu sais, j'ai entendu parler un peu. Ça me permettait de revenir à Montréal. Ma famille était ici, ben, en tout cas, mes parents, mes amis. On était à Vancouver où je faisais mes études, puis là, ça me permettait de revenir ici avec la famille, puis de travailler sur quelque chose qui était bien nouveau, bien excitant à l'époque, Google Chrome. Parler, vous utilisez peut-être. Google quoi? Google Chrome. Tu parlais de la version texte d'Internet. Oui, ça c'est venu après Microsoft, il y a eu Chrome qui a pris tout le marché. Netscape, Microsoft, et là, Chrome est arrivé avec une vision différente. Puis moi, j'étais dans ces équipes-là en tant qu'ingénieur, en tant que lead éventuellement. Et c'est ça, donc j'ai travaillé
chez Google, mais j'ai toujours eu la fibre entrepreneur, j'ai toujours eu cette piqûre-là, ce désir-là de revenir éventuellement à l'entrepreneuriat, mais quand tu te fais vendre Google comme employé, ils te vendent ça comme ah ouais, c'est un ingénieur à l'interne qui a développé voyons leur email, Gmail, ça a été développé à l'interne, il y a plein d'intrapreneuriat, on me vendait ça, tu sais, puis je dis ah super excitant, je vais pouvoir faire toute la job d'entrepreneur puis avoir un salaire, c'est cool. ça avait l'air d'un bon trop deal. beau pour être vrai. Ben, ça l'est un peu. Ça l'est un peu. Google a quand même connu une espèce de transition parce que l'entrepreneuriat, c'est devenu quand même un petit peu moins mise en valeur. Hein. C'est devenu plus une machine à extraire de la valeur de ces différents produits. Puis ils en ont beaucoup. Fait que ils ont plus délégué l'innovation à l'externe. Tu sais, la création d'un Alphabet, qui est le conglomérat que Larry Page, le fondateur de Google, a éventuellement mis sur pied. Ben, c'est clair qu'un de ses objectifs, c'est d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur de Google puis de la ramener dans le giron de ces entreprises-là. Puis on peut se demander pourquoi ils décident de faire ça. Tu sais. Puis moi, comme une espèce d'entrepreneur où j'avais la gratouille d'en refaire, tu sais, mais c'est pourquoi ça se passe pas à l'interne. Puis je pense qu'en général, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est tellement gros, c'est tellement une grosse armée, c'est tellement difficile de conserver une culture ultra innovante dans un système qui doit quelque part optimiser les revenus, les mécanismes de revenus qui sont déjà disponibles, qu'ils se rendaient compte c'est pas comme ça que ça va être le plus efficace. Le plus efficace, c'est de laisser les entrepreneurs qui vivent dans la jungle, comme vous, là, qui vivent en dehors de ce beau confort-là de manger des pâtes de crabe au dîner le mardi, parce que c'est le genre d'affaires que tu as chez Google. De dire, on va essayer de trouver les meilleurs là-dedans, puis de les ramener. Donc, c'était un petit peu mon intro pour dire, faut pas nécessairement avoir peur de ces géants-là. Il faut voir les avantages qu'on a comme entrepreneur à l'extérieur de ces systèmes-là, essayer de les exploiter, puis de réussir à travers ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup autour de l'innovation. Une capacité à innover, à bouger vite, à être agile, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand tu es dans une grosse organisation où tout le monde est confortable sans avoir à innover. Parce que c'est une chose d'innover puis de créer, puis c'est une autre d'opérer puis de rentabiliser. C'est sûr que Google est très bon pour opérer et rentabiliser. C'est une des compagnies les plus rentables, qui a une croissance assez phénoménale. C'est spécial de voir dans le numérique, il y a 10 ans, on se demandait où s'en allait, mais aujourd'hui, 75 ou même 80% des revenus publicitaires, c'est Google et Facebook qui ont tout. C'est fou, là. Ils ont mis tout le monde à genoux. Ouais. Tout le monde à genoux. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles de l'IPO de Facebook. Non. Puis, ça doit faire ça une dizaine d'années. Puis, je me rappelle, sur Wall Street, tout le monde disait, c'est quoi ça? Il n'y a pas de modèle d'affaires, ça ne fera jamais d'argent, c'est un truc gratuit. Fait que tout le monde était là, puis là, l'IPO, bon, les gens achetaient, vendaient et tout. Là, je pense que l'action a été multipliée par 50 depuis ce temps-là, là. C'est complètement fou. Mais je me rappelle, à l'époque, les gens ne comprenaient pas les modèles économiques. Mais il y a beaucoup de monde qui ne comprend toujours pas, là. Non, mais la publicité, c'est la publicité. Tu sais, ils ont réussi. Ça a toujours existé, c'est juste que ça s'est déplacé clairement vers ces plateformes-là. Puis là, c'est ceux qui bénéficiaient de manière plus traditionnelle de la publicité, les journaux, c'est des choses-là qui en souffrent. Fait que c'est ça, parce que rejoindre ses clients, c'est toujours fondamental. Okay? Puis avant, à un moment donné, ben oui, tu as encore de la publicité sur le bord des autoroutes. Avant, les gens, tu étais sur la rue principale ou un endroit passant, ben du monde sonnait chez vous, puis allez vous voir. Maintenant, ben les gens sont sur leur sur leur Internet, ils se promènent là-dessus, c'est là que leur temps d'antenne. Les gens écoutent de moins en moins la télévision même. La télévision, les journaux. Fait que comment tu rejoins tes clients, c'est fondamental. Ça fait partie du jeu, il faut savoir. Fait que donc, c'est une transformation majeure qui a eu lieu. En même temps, quand on est habile dans les médias sociaux, on le dit, tout le monde peut y accéder. Avant, ça prenait des millions pour faire de la publicité sur la télévision, les journaux. Un entrepreneur annonçait à la télévision, c'était comme pas évident. Moi, j'ai souri quand j'ai vu Art Bacon qui faisait de la pub à la télé dernièrement. Oui, t'as manqué ça. Fait que non, c'est ça, il y a de plus en plus de gens. Mais hier, je voyais un panneau de télé sur le bord de la chose de Plan Hub. C'est un de nos gradués, justement, qui fait des plans pour si vous voulez payer moins cher sur votre cellulaire, Plan Hub, c'est le meilleur. Et de le voir sur la pancarte sur le bord de la rue, j'ai dit, c'est chouette. Là, les entrepreneurs prennent leur place. Mais c'est un changement assez important. Ouais. Mais ce qui est intéressant de Google, parce que, bon, je travaille avec des investisseurs, avec des gens et tout, des entrepreneurs, puis les gens disent, OK, tu as une technologie,
Mais là, Google, ils ont les moyens, ils ont les ingénieurs, ils ont tellement plus de moyens. Et la réalité de Google, puis tu me diras, en tout cas, ma philosophie un peu, Google, ils savent tout. Ils voient tout, ils voient l'Internet, ils ont indexé tous les sites web, ils ont un business, ils ont un système d'intelligence. Je pense pas qu'il y a rien qui accote ça. Là. Même les Chinois, ils travaillent fort, mais ils sont pas là encore. Google, c'est vraiment, en termes de savoir où est l'argent, qu'est-ce qui se passe, c'est un système d'intelligence assez fort. Fait que c'est sûr que quand ils partent des projets, ils vont là où c'est payant. Ouais. Fait que dans l'alphabet, quand vous voyez des spin-offs de Google, c'est pas un hasard. Leur due diligence, eux autres études de marché, là, il est assez vite. Tout à fait. Fait qu'au contraire, quand Google part un projet, c'est parce que tout le monde dit, il y a de l'argent là. Il y a ça, mais pas nécessairement. Tu sais, ils OK. vont OK. essayer beaucoup de trucs. C'est intéressant. Je vais peut-être une anecdote Oui, qui va être le fun dans cet c'est pour ça que je voulais espace-là. avoir de jaser, là. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment. OK. Je suis entrepreneur. J'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Waverly. On a un petit peu plus que 2 ans. C'est une entreprise dans une dynamique capital de risque classique, start-up classique. On a levé de l'argent pour développer une technologie, aller au marché avec cette technologie-là. C'est une idée très originale, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des meilleurs algorithmes sur nos plateformes comme Facebook, Twitter, etc. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que l'algorithme ne travaille pas pour eux. Ce que tu vois sur l'algorithme, c'est généralement ce sur quoi tu as cliqué, dans l'objectif de te garder plus longtemps sur la plateforme pour te vendre plus de publicité. Bon, moi, mon expérience en intelligence artificielle, ça m'a permis de voir que on s'améliorait constamment pour comprendre la langue naturelle. Un texte que quelqu'un écrit, on est capable de le comprendre de plus en plus. Là, si vous avez vu la folie ChatGPT des derniers jours, moi, ça fait 2 ans et demi là, que je dis ça s'en vient, ça. Et la façon dont Waverly veut se servir de cette amélioration de la compréhension de la langue naturelle, c'est pour permettre aux utilisateurs de décrire leur fil de nouvelles idéal ou leur plateforme idéale en mots. Tu dis, moi, ce que j'aimerais, c'est le matin avoir des nouvelles de mes amis, puis dans l'après-midi, je veux lire sur des sujets qui sont importants pour mon travail, la montée je sais pas, de la crypto-monnaie, etc. Donc, tu peux décrire en texte avec autant de détails que tu veux ton fil de lecture idéal. Puis notre but chez Waverly, c'est de lire ton texte, de comprendre ça, puis de générer ce fil-là pour que tu aies une plateforme qui soit vraiment le reflet de ce qui t'intéresse. Donc ça, c'est notre idée, c'était mon pitch. Il y a 2 ans et demi, je suis allé sur le stage avec ça, une couple d'investisseurs qui ont dit « Ah, c'est une bonne idée », ils m'ont signé des chèques, et on est parti, on a construit ça. Bon. Dans ces 2 ans et demi-là, on a développé la technologie, mais évidemment, comme entrepreneur, c'est toujours d'être à l'affût, qui est-ce qui fait des choses similaires à ça. Puis mon réseau, bon, il va chez Google, il va chez Facebook, j'ai d'amis chercheurs qui pensent à des questions comme ça. Puis j'ai éventuellement été connecté à une gang chez Google qui faisait un produit. Puis le pitch était très similaire. Puis il était déjà sur Internet. Puis là, je me disais, ah, ils ont accès à tout l'index de Google. Moi, je paye, je patauge comme un fou pour indexer 10 000 sites par jour, tu sais. Ce qui est déjà pas pire, là. Je suis fier quand je dis ça à mes investisseurs, mais tu sais, eux autres, je sais bien qu'est-ce qu'ils ont en arrière, là. Je l'ai vu rouler le code, là. Puis quand ça passe, cette affaire-là, ça ramasse Internet en quelques fractions de secondes, tu sais. Donc, je suis pas de calibre, OK? Je suis pas de calibre, mais je parle quand même au gars qui fait ça. C'est ce que j'ai dit? Tout. J'ai tout dit ce qu'on faisait, j'ai tout dit nos idées, je m'en fous. Pourquoi? Lui, il avait la même candeur envers moi. J'étais pas dans la protection nécessairement de mes idées. On était dans cette espèce de candeur-là, mais je savais que ça fonctionnerait pas, son affaire. Ça n'a pas fonctionné. Puis je le voyais dans ses yeux, il était désespéré de faire ça à l'interne chez Google. C'était une petite équipe de 4-5 perdu dans une organisation immense avec un gars, là, je me revoyais, là, quand je le regardais, je me voyais chez Google essayer d'innover, de créer quelque chose. Là, il dit, ah, je suis dans telle structure de l'organisation, mais là, ils vont me changer dans telle structure de l'organisation parce que là, il y a le budget coupé ici, puis ça. Je parle avec son designer, il a les yeux jusqu'ici, ça ne tente pas de travailler là-dessus, là, c'est clair, il n'y a pas de motivation. C'est le plus beau projet que tu peux pas faire. Potentiellement, tu vas révolutionner la manière dont les gens consomment de l'information sur Internet. Tu vas peut-être mettre Facebook à genoux si ça marche, puis il n'est pas capable d'aller chercher sa motivation dans son équipe. Il n'est pas capable de construire ça à l'interne. Est-ce qu'il existe un univers dans lequel il y a quelqu'un, un exécutif qui se rend compte que c'est super important et qui met plein d'argent? Oui, mais c'est pas la façon dont ça se produit naturellement dans ces grosses organisations-là. Okay? Donc,
j'ai un petit peu pris une chance en jasant avec lui, mais j'ai gagné beaucoup aussi parce que ça m'a permis d'apprendre de leurs expériences. On fait les choses très différemment. Ultimement, là, je pense que notre produit est meilleur que leur, mais c'est quand même, c'était intéressant de voir ça, tu sais. Puis c'est un des rares qui réfléchissait à cette question-là de la manière dont nous, on réfléchit. C'est une nouvelle idée, c'est même une nouvelle vision de ces algorithmes-là qui commence tranquillement à se propager. Ce matin, je parlais à un investisseur de New York, puis là, quand je lui ai vendu, lui, il rêve de changer la manière dont Facebook, Twitter, TikTok, tout ça fonctionne. Puis là, je lui pitch ça, puis là, les yeux étaient grands comme... Puis il dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, il n'y a pas tant de monde qui parle de ça. Il n'y a pas tant de monde qui réfléchisse à ça comme ça. Mais même si une grande entreprise le fait, Facebook le fait demain matin, ça m'inquiète même pas parce que c'est trop différent de leur ADN. Leur ADN est déjà autour de il faut qu'on fasse de l'argent avec des publicités, il faut qu'on maximise notre façon d'atteindre nos clients. Leurs clients, c'est qui? C'est ceux qui vendent de la publicité. C'est pas vous et moi. Nous, on est les utilisateurs. Si on n'est pas là, c'est sûr qu'ils peuvent pas vendre de pub. Mais quand ils font une transaction, c'est avec quelqu'un qui vend de la publicité, qui veut acheter de la publicité. Donc, leur ADN n'est pas à la bonne place. Il faut le voir comme un avantage. Il faut voir comment nous, on peut aller plus vite qu'eux, étant donné ces différences-là. Et ça, faut comme pas avoir peur de le faire. C'est ça. Il y a plein de difficultés, comme recruter des gens. Pour moi, c'est beaucoup plus dur parce que je peux pas offrir des pâtes de crabe le mardi. Mais, mais tu les recrutes avec ce que tu as. On a une mission plus fun que celle de Google. On leur offre l'opportunité d'innover d'une manière à ce que Google peut pas leur offrir à l'interne. Ils sont blasés un peu. Ils arrivent dans un environnement comme Waverly, puis là, ils s'épanouissent. Ils ont la chance de travailler sur des nouvelles. Fait qu'il faut voir tous ces avantages-là qu'on a, qu'eux n'ont pas, et essayer de les maximiser. Ben, c'est ça, le côté de motivation, de focus, d'être concentré sur un sujet ou un qui nous passionne, qui nous intéresse. Je pense que c'est vraiment essentiel. C'est une qualité des entrepreneurs de pouvoir dire je développe, je me focus sur quelque chose en particulier, plutôt que d'être noyé dans un groupe super important, là, trop large, puis t'es une goutte dans un verre d'eau. Fait que la motivation, l'engagement, puis la capacité aussi de se développer puis de grandir est super importante. Fait que ça, c'est quelque chose d'un avantage que tu as comme une petite entreprise versus Google qui est peut-être un autre élément. Puis malgré les moyens. Parce que dans le fond, une des choses, on disait, Google, un des problèmes qu'ils ont, ils font trop d'argent. Ils font trop d'argent. Leur machine de base est tellement rentable, ça va toujours être beaucoup plus rentable, beaucoup plus payant de grossir puis de développer leur volet de base que d'en créer des nouveaux. Que même si ton nouveau projet fait énormément d'argent, c'est une goutte d'eau. Ouais. C'est presque une distraction. Ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur, parfois, tu sais, ils savent que s'ils se font dépasser, ça va être par deux gars dans leur garage, ou deux femmes dans leur garage. C'est comme un peu l'idée que ils ont plus peur de ça presque que d'un Microsoft ou d'un... Puis, avec raison. Ben, je pense que c'est là, c'est ça, ce qu'on appelle les disruptions du passé, c'est comme ça qu'elles sont passées, qu'elles sont arrivées. C'est pour ça que l'objectif d'un Alphabet, c'est de garder le radar ouvert, puis quand ils voient ça arriver, ils l'achètent, puis s'ils payent 4 fois trop cher pour, c'est pas grave, parce que comparé à ce que ça leur aurait coûté investir à l'interne pour développer la même chose, c'est une fraction. C'est ça, c'est pas du tout la même envergure. Fait que c'est pour ça que c'est pas une question de moyens financiers ou même d'accès au marché. Non. Parce qu'il y a 20 ans, c'était ça. Quand tu avais de l'argent, des moyens, l'accès au marché, ça se pouvait. Tout le monde a accès au marché maintenant. Question de culture. C'est une question de culture, une question de motivation, de développement. Fait qu'il y a un focus, il y a une vision, puis une capacité, une agilité. C'est ça. D'être capable de dire c'est quoi la bonne façon de faire qui va vraiment arriver, puis qui va vraiment livrer à la fin. Pour revenir sur cet aspect-là, tu sais, ce dont on parle, là, ah oui, tu sais, ils sont pas motivés. C'est vraiment ça, c'est vraiment la culture d'entreprise. Puis c'est peut-être l'aspect sur lequel, en tant que petite entreprise innovante, il faut se rendre compte de l'importance de notre investissement en culture. C'est un peu niaiseux de dire, moi, mais petite entreprise, mon dernier souci, c'est la culture, c'est trouver des clients, trouver des... Mais la culture, c'est ça qui va vous distinguer. Tu sais, si vous voulez faire une entreprise innovante, ça prend une culture d'innovation, ça prend une culture où est-ce que les gens se sentent que leur créativité peut se mettre de l'avant. C'est difficile parce qu'il faut focusser en même temps. Tu veux pas que tout le monde commence à faire des choses différentes,
Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on est capable d'établir une culture où nos employés se sentent plus libres que dans une grande entreprise, même s'il faut qu'ils focusent et tout, mais que leurs idées sont plus écoutées, puis il y a une plus grande chance qu'ils puissent exprimer cette créativité-là. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. Okay? Donc, c'est un grand défi pour un entrepreneur à la fois de garder un focus, mais de laisser ses employés s'épanouir, sauf que c'est, je pense, comme ça qu'on peut insuffler une culture d'innovation dans une petite entreprise que ces employés-là ne trouveront jamais dans les grandes entreprises. Ça va vous donner l'opportunité d'embaucher des gens que vous voulez, dont vous avez besoin pour innover, qui pourraient probablement avoir une job chez Google, mais à cause que la culture de votre entreprise reflète plus leurs intérêts, leurs désirs à eux, vont choisir d'aller travailler chez vous à la place. C'est super important. On parle d'attirer, de garder les talents, de les motiver. Les gens viennent pas juste pour la paye. Non. Ils veulent l'environnement, la qualité, ils veulent se réaliser, ils veulent contribuer, avoir de l'impact. C'est pour ça qu'une petite équipe, on a beaucoup parlé au forum collaboration là, des conditions gagnantes pour amener des talents puis les développer, mais la capacité de se réaliser, c'est super important. C'est pour ça qu'une culture entrepreneuriale, c'est pas juste top-down, j'ai raison, on le fait, on se sépare la tâche. Là, c'est comme, non, il faut aller chercher l'intelligence du groupe au maximum. Et là, tu me dis, c'est un des avantages que tu as chez Waverly. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on essaie d'offrir. C'est ça qu'on a un leadership un peu technique chez Waverly, fait que ça nous permet d'attirer des gens un peu plus techniques qui veulent ça. Mais c'est clair que c'est comme ça que... Puis là, je parle de Waverly, mais avant Waverly, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Element AI, qui a grandi jusqu'à 400 employés. Et ma job, c'était ça. C'était d'embaucher au début, d'embaucher les talents en IA, les talents en... les meilleurs ingénieurs en IA, les meilleurs chercheurs en IA. Puis on y est arrivé, tu sais, mais on y est arrivé vraiment en mettant l'emphase sur cette culture-là. Tu sais, j'ai débauché du monde de chez Google, qui avait des bien meilleurs salaires chez Google, des bien meilleures conditions, qui avaient une sécurité d'emploi qui était bien plus grande là-bas. Puis ils ont décidé de se joindre à nous pourquoi? Parce que là-bas, ils se réalisaient pas. Tu sais, ils n'atteignaient pas leur potentiel. Puis c'est ce qu'on essayait de mettre en place, un environnement où est-ce qu'ils pourraient le faire. C'est dur, parce qu'après ça, c'est comme herding cats. Là, t'as plein de monde qui disent, je suis venu pour me réaliser, puis tout. Ouais, mais attends un peu, là, tu sais, on a quand même un cadre, il faut travailler là-dedans. Mais je pense que comme soft skills d'entrepreneur dans une petite entreprise en innovation, notre plus grande force, ça devient cette capacité-là de herding cats, c'est-à-dire de leur, à la fois laisser les gens s'épanouir, puis de les amener tous dans la même direction. C'est quelque chose que j'ai jamais vu une grande entreprise être en mesure de faire. Mais en fait, en ce moment, on parlait qu'en 2008, les grosses entreprises, c'est plus vrai que c'est plus gros, plus c'est fort. Beaucoup d'entreprises ont l'air du Titanic, qui ont frappé un iceberg, sont en train de couler, puis ils savent même pas ce qui se passe. Parce qu'ils perdent leur monde. Puis là, je veux dire, dans les dernières années, ça s'est même accéléré. Les gens veulent une qualité de vie, veulent se réaliser. Ils disent, oui, la paye, c'est bon, mais il y a peut-être d'autres choses dans la vie d'important qu'il faut amener. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup ces dernières années de l'expérience client, de l'expérience utilisateur. C'est rendu majeur pour réussir en affaires. Mais là, depuis 2 ans, on parle de l'expérience employée. C'est vraiment ça. Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je me réalise? Est-ce que je peux contribuer? Puis une des leçons, quand tu es heureux, tout va mieux, tu es plus productif, tu réalises. Ben, j'ai beaucoup aimé ton exemple tantôt là, du designer chez Google. Il est sur le projet du siècle, puis il a l'air comme... C'est ça. Quand est-ce que c'est quand est-ce la bière? C'est dommage. Là. Mais il a perdu l'espoir que ça pouvait fonctionner. Tu sais, il fait, puis il ne croit pas. Ah, il y a... Oui? Allô? Ah, il y a quelqu'un... OK, je pense que c'est une erreur. Si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main, mais non, c'est ça. Non, je pense que c'était juste quelqu'un qui a oublié son micro. C'est ça, on a entendu une scène. C'est bon. D'entrepreneur, donc c'est bon. Probablement. Mais c'est ça, l'expérience employée, parce que le talent, c'est la denrée rare maintenant. C'est le facteur humain. Oui, en grande partie, pour les entreprises d'innovation, c'est ça qui va vous distinguer, je pense. Souvent, c'est les personnes, est-ce qu'ils travaillent ensemble, est-ce qu'ils travaillent efficacement, est-ce qu'ils sont en mesure. Je vais pas donner un exemple.
je parle à beaucoup d'investisseurs, puis par exemple, c'est très difficile en ce moment d'aller chercher du talent technique. C'est les ingénieurs qu'il faut pour développer l'application, des choses comme ça. Nous, on a construit notre équipe à l'interne, puis il y a de plus en plus de façons d'outsourcer ça, d'aller s'acheter une équipe à l'externe, mais il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent juste dans des entreprises qui ont le talent à l'interne, le talent technique à l'interne. La raison étant que ils ont trop souvent vu. J'ai outsourcé le développement de mon produit, le produit est arrivé, puis c'est fini. C'est comme il n'y a pas d'ownership, il n'y a pas de désir de l'améliorer, de pivoter, d'itérer dessus, de l'amener plus loin. C'est à mon avis un petit peu l'exemple parfait que c'est le staff, c'est les équipes à l'interne, c'est leur motivation à eux qui amènent des produits innovants, qui les amènent plus loin. Puis, donc, c'est la capacité du leadership à créer l'environnement qui va permettre à ce staff-là de faire ça. Oui. Quand je suis rentré en capital de risque il y a un peu plus de 20 ans, on me disait c'est la meilleure équipe. Ouais. C'est pas le projet, c'est l'entrepreneur. Ça a toujours été vrai, on le voit encore plus. Les gens le disaient, mais ils le faisaient pas nécessairement. C'est juste que ça nous rattrape aujourd'hui. C'est vraiment la meilleure équipe qui gagne, puis le produit après, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Là. Ouais, on entend souvent ça. Ouais. Puis la vérité, c'est, nous, on a focusé là-dessus, puis là, c'est l'autre. Il y a toujours quelque chose qui dépasse. Là, c'est bon, comment tu génères des revenus, comment est-ce que tu en génères assez vite, tout est important. C'est ça. Y a rien, tu peux pas genre ignorer quelque chose, mais quand tu regardes, c'est quoi les avantages que tu peux mettre en place pour te distinguer d'une grande entreprise, ben, en général, ce sera pas l'accès au marché, ça sera pas ta capacité à faire de la publicité ou à être visible. Ça va être, à mon avis, l'équipe. Ça va être d'aller chercher une équipe qui distingue des équipes qui sont capables de faire dans ces grandes entreprises-là. C'est assez radical parce qu'on voit tout de suite une bonne équipe, les entreprises, puis il y a des grandes entreprises qui attirent des talents. Dans nos meilleurs des dernières années, beaucoup se sont autofinancés, mais ils n'ont pas de problème à trouver du talent. Les gens, parce qu'ils ont leurs valeurs, leur vision, ils l'assument et ils mettent un environnement intéressant. C'est ça. Leur capacité d'attirer talent, ils ont vraiment même une rentabilité, une croissance intéressante. Parce que les grandes sociétés qui ont beaucoup de moyens financiers, qui perdent leur talent en ce moment, ben là, c'est comme le Titanic. C'est ça. Je pense que c'est un des premiers indicateurs. Ouais. En tout cas, ça, je suis content qu'on en parle parce que c'est une des choses que j'ai vues dans ta carrière, dans tes différentes startups qu'on avait parlé. Je pense que c'est une des choses que tu as compris. Parce que de créer un environnement stimulant, intéressant pour développer l'équipe. Ouais. Ça, je pense que c'est l'élément super important. Puis une fois que tu as ça, puis là, tu vois que c'est même des gens qui ont des motivations, des visions, peut-être un autre focus. Compétitionner, c'est pas ça l'enjeu. C'est possible de compétitionner à Google. C'est ça. Puis d'y arriver. Tout à fait. En fait, même si tu n'as aucun compétiteur, je pense que tu peux te poser la question. C'est un bon point d'ailleurs. Ah oui, peut-être qu'il n'y a aucun acheteur non plus. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Puis quand il y a un gros joueur qui travaille dans ton domaine, c'est beaucoup d'informations. Ouais. C'est important parce que tu as besoin de voir puis d'apprendre. Moi, je dis souvent, les gens ont peur des compétiteurs, mais quand vous avez des gens proches qui travaillent dans votre domaine, je pense que tu as compris le truc, tu te colles dessus. Ouais. Puis en fait, vous avez bien plus de synergie puis de win-win à travailler ensemble qu'en essayant de se compétitionner. Le 20e siècle, c'était de la compétition, puis on était tous un peu pareils. Aujourd'hui, on est tous différents de toute façon. On a tellement plus à gagner en apprenant les uns des autres. Il y a un aspect intéressant de cette compétition-là sur lequel je pense qu'il faut insister un petit peu, c'est ces grandes entreprises-là ont des produits qui sont tellement larges qui tapent dans plein de segments d'utilisateurs. Puis, il y a des segments qui sont toujours un petit peu plus laissés pour compte, pour qui c'est pas nécessairement le produit idéal, mais c'est le produit dominant, puis pour plein de raisons, ils choisissent d'y aller. On voit quand même assez souvent des succès qui vont s'attaquer à ça. Tu sais, c'est des segments qui sont trop petits pour un Google, pour que ça vaille la peine d'investir, de spécialiser le produit, etc., pour ce segment-là. Mais pour une petite entreprise, on peut dire, regarde, ça va être ça, mon premier segment. Puis des fois, ça peut être mon premier segment, puis je vais l'étendre ce qu'on appelle un land and expand, tu sais. Mais d'aller voir ces segments-là, il y a une entreprise en ce moment dans la vallée qui cartonne, ça s'appelle Superhuman. Okay? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Gmail, un email, un lecteur de email. Ils disent, voyons, compétitionner avec Gmail, Google, pourquoi tu fais ça? T'sais? Ça marche au bout. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés avec ceux qui, les ultra emaileux, là, ceux qui disent, je passe tellement de temps dans mon courriel, mon interface, mon expérience utilisateur est clairement pas au niveau
eux, ils ont fait plein de keyboard shortcuts, plein de trucs où est-ce que tu arrives dans ton affaire, puis tu cleans ton inbox quand tu es un grand, t'as beaucoup de emails, tu cleans ton inbox en quelques minutes. Ils vendent ça quelque chose de fou, genre 20-30 piastres par mois, tu sais. Puis ils en vendent plein. Puis c'est comme Google, il est pas capable de servir ce segment-là. C'est comme super spécialisé, c'est trop petit. Puis eux ont réussi à monter en s'attaquant à ça. Tu sais. Donc c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils sont allés dès le début. Ils ont dit bah oui, on fait un compétiteur à Gmail, à Outlook, à tous ces trucs-là. Tu sais. Microsoft, Google, Apple, let's go, on y va. Mais ils ont visé un segment qui était mal servi par ces grandes entreprises-là. Puis ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Puis là, ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils sont capables de le faire développer. C'est l'autre affaire qu'on oublie, c'est que tu sais, Google, quand ils ont fait Chrome, c'est super intéressant. Le dominant à l'époque, c'était Internet Explorer. Pas si, il y a des ici qui ont utilisé Internet Explorer, qui l'utilisent peut-être encore, mais qui l'ont utilisé genre il y a 10 ans, 15 ans. Moi, ce que je me rappelle, c'est que j'allais chez mon père, et là, il me disait « Ah, ça marche plus, ma machine! » Tu sais, fait que là, j'allais voir sa machine, son Internet Explorer, il y avait 6 niveaux de toolbar, là, tu sais, avec le petit singe qui donne des jokes, puis un truc comme... Papa, c'est ben je vais cliquer là-dessus. Ben oui. Puis on a eu un changement complètement radical de culture. Google Chrome est arrivé, il a dit rien, une barre, c'est tout, on peut plus en rajouter. Ils ont simplifié, simplifié, simplifié. A priori, quand tu fais ça, il y a plein de clients que tu perds. Tu sais, il y en a pour qui était utile la 6e toolbar qu'ils rajoutaient sur leur Internet Explorer. Mais pour Google, ils sont arrivés avec une vision complètement, radicalement différente qui a coupé l'herbe sous le pied d'un Microsoft. Tu sais. Puis là, ça a été long avant que Chrome prenne le dessus parce que Microsoft avait tellement plus de features, Internet Explorer avait tellement plus de features, mais éventuellement, les gens ont dit, ben écoute, il va plus vite, j'ai plus clean, je vois plus mes trucs, etc., etc., etc. Puis ça finit par prendre le marché. Puis là, Internet Explorer a été obligé de faire, il faut qu'on réagisse. Comment ils ont réagi? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ils ont fait Edge. Ils ont dit, on va même pas continuer notre browser actuel. On a fait un autre à côté. C'est cet exemple-là que parfois, tu as tellement grossi un truc que tu peux plus le faire évoluer pour aller au bon endroit. Il faut que tu partes quelque chose de nouveau. Fait que c'est un petit peu ça, je pense, que Edge, je me trompe-tu ou ils sont partis du code source, open source de Chrome? Oui, ils ont parti de Chrome. Il a dit, on prendra pas de chance, on va être compatible en plus. C'est ça, ils ont pris Chrome. Oui, c'est tout un retournement parce que la guerre des navigateurs, c'est énorme, c'est un enjeu fondamental. Fait que c'est bien, puis c'est ça, donc, c'est pas parce qu'il y a un gros joueur qui est dans le domaine que c'est pas une place pour aller, bien au contraire. Non. Tu sais, c'est peut-être une opportunité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis vous avez la moyen d'être agile, puis aussi d'être focus. Fait que tu peux avoir une niche qui est très... Moi, je dis, tu sais, Internet, c'est ça qui arrive. Il y a des milliards de personnes qui sont toutes accessibles. Fait que si vous faites un réseau social pour les albinos unijambistes gauchers, vous allez en trouver. Ils sont là. Pas, là. Il y en a peut-être 20 dans le monde, mais vous allez les trouver. Ils n'ont pas l'air réseau. C'est ça, exact. Fait que c'est correct. Tu as un user, tu as un modèle, tu as un élément, puis tu peux bâtir autour de ça parce que tu comprends les besoins. Fait que c'est correct aussi de dire, ben, on va chercher un peu les miettes, mais quand tu vas chercher des miettes autour de Chrome ou de Google, ça peut être ça peut être des Christie de trucs. Ouais, pas mal intéressant. Parce que beaucoup dans mes entrepreneurs qui font des startups, ils disent, ah oui, Google, qu'est-ce qui va arriver? Puis les investisseurs, surtout, ont bien peur des compétiteurs. Puis regarde, c'est ça, tu le sais, Alphabet, là, ils en sortent plein de produits. Puis à tous les 2 ans, ils font le ménage, puis ils en doivent enfermer à moitié, c'est pas les 3/4. Parce qu'il y a tellement de projets, ces tablettes à Google, je pense que c'était pas des mauvais projets, là. Ben non, il y en a qui sont revenus par après, mais dans des autres entreprises à côté. C'est ça. Il y a un écosystème carrément qui s'est bâti là-dessus. Puis toi, ben, ça t'a pas lâché. Tu continues, tu as redémarré, tu as parti Waverly. Oui. Fait qu'un entrepreneur, je dis souvent, c'est pas une maladie qui se guérit facilement. Non. Puis toi, d'être dans l'ombre un peu, comme tu le disais, de Google, ça t'intimide pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un peu une validation qu'il y a s'il y avait personne chez Google qui pensait un peu comme moi, je me dirais, il y a tellement de monde brillant là-bas, il y a tellement de... Je me dirais, ouf, je suis peut-être en train de... Mais non, pas du tout. C'est pas ça qui m'inquiète. Tu sais, ce qui m'inquiète, c'est plutôt... on est dans une dynamique capital intensif, tu sais, dans le sens où
le produit qu'on construit, c'est un produit qui a avantage à se monétiser plus tard. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut bootstrapper puis aller chercher beaucoup d'utilisateurs payants au début puis construire avec ça. C'est pas la dynamique de ce qu'on construit. Fait qu'il faut qu'on aille chercher du capital, il faut qu'on soit dans une logique capital de risque puis dans un environnement actuel, l'environnement économique actuel, c'est un peu plus difficile. Fait que je te dirais que c'est un peu ça mon principal. C'est quoi tes métriques vraiment de performance? Tu as des users, tu as des gens, tu réussis quand même parce que ce que je comprends, c'est que tu personnalises puis tu optimises tout ce qui est les fils de nouvelles. C'est ça. Donc, vous pouvez trouver Waverly sur votre iPhone. Cherchez Waverly comme le nom de la rue à Montréal. Et ce que ça va vous donner, c'est une plateforme qui vous permet de personnaliser votre fil de nouvelles. Fait que si vous avez un intérêt particulier pour une technologie ou l'intersection de deux technologies, par exemple, vous pouvez décrire ça à Waverly. On l'écrit en texte, en langue naturelle. Un peu comme on le fait chez Google quand on fait une recherche, mais plutôt que d'être juste des mots-clés, nous, ça fonctionne mieux quand on explique notre réflexion, quand on explique ce qu'on cherche en termes un peu plus longs, ce qu'on appelle du prompt engineering là, dans la parlance actuelle. Là, vous avez peut-être vu les DALL-E, les chats GPT, tous ces trucs-là. On utilise une technologie un peu similaire. Fait qu'il faut décrire ce serait quoi notre fil de nouvelles idéal. Puis là, on obtient ça. Tous les jours, on peut l'ouvrir puis regarder les nouvelles qui se passent dans notre truc. Si vous n'avez pas le goût d'en écrire un aussi, vous pouvez suivre des fils de nouvelles qui ont été créés par d'autres utilisateurs, mais vous allez voir le texte que ces utilisateurs-là ont écrit pour avoir leur fil. Fait que vous comprenez un peu plus qu'est-ce qui fait fonctionner l'algorithme. Puis nos métriques, pour revenir à ça, nous, c'est vraiment, on est d'abord dans l'engagement. Okay? Notre but, c'est d'avoir des utilisateurs qui tombent en amour avec le produit, qui l'utilisent fréquemment. Ça, c'est notre première métrique. Notre seconde, c'est la viralité. Est-ce qu'ils en parlent à leurs amis? Est-ce qu'ils essaient d'amener leurs collègues sur la plateforme? Est-ce qu'ils se développent des réseaux? Puis notre troisième, c'est les revenus. Donc, vous voyez que les revenus sont à la fin. Dans notre cas, c'est quand même une métrique qu'on mesure, mais l'objectif, c'est vraiment d'abord créer de l'engagement. Est-ce qu'on peut faire le produit que les gens vont vraiment aimer pour lire leurs nouvelles? Et on le mesure de différentes façons. Est-ce que les gens reviennent à chaque semaine, à chaque jour? Est-ce que les gens regardent beaucoup de nouvelles quand ils viennent sur la plateforme? C'est ça qu'on mesure, qu'on regarde constamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise une stratégie qu'on appelle Product-Led Growth pour essayer d'améliorer l'engagement. C'est qu'on regarde pas les utilisateurs qui aiment pas la plateforme. On regarde ceux qui l'aiment beaucoup ou un peu. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre pourquoi ils l'aiment beaucoup, pourquoi ils l'aiment un peu, comment on peut les améliorer, mais on essaie de convertir les gens à qui on répond déjà à un besoin. Ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est qu'il y a des segments d'utilisateurs qui sont un peu laissés pour compte. Si on se fie trop sur ceux qui aiment pas la plateforme, on est en train de taper peut-être dans un segment qui est déjà bien servi par les autres. Tandis que si on essaie d'optimiser l'expérience pour ceux qui aiment déjà ça un petit peu, qui pourraient l'aimer plus, là, on est vraiment en train d'essayer d'augmenter notre engagement, de mieux comprendre le segment. En faisant ça, on a compris c'était qui notre utilisateur idéal. Pour nous, l'utilisateur idéal, c'est un professionnel, ce qu'on appelle en anglais un knowledge worker. J'aime ça dire, c'est n'importe qui a un compte LinkedIn. Si tu as un compte LinkedIn, généralement, tu es plus ou moins bien servi par les plateformes actuelles pour trouver le contenu qui t'intéresse. Puis Waverly, ça devient une des meilleures plateformes pour ça. Waverly, W-A-V-E-R-L-Y. Ouais. Comme la rue. Comme la rue. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que tu parles d'engagement, de métriques, de données. Si on parle, c'est l'enjeu numéro 1 en marketing numérique, mais tout le monde, on le développe. Ouais. Toutes nos entreprises, pour la gestion de croissance, si tu n'as pas l'engagement, je pense que le mot-clé, tu l'as entendu. Puis l'autre élément que j'ai bien aimé, c'est qui ton persona client? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est là? C'est vraiment la clé pour amener une traction puis un développement qui est assez important. Je sais qu'on a plusieurs spécialistes d'intelligence artificielle. On a Francis qui est spécialisé dans les données de marketing numérique, qui travaille, qui développe en IA aussi, mais je pense que vous allez avoir des choses à discuter très, très intéressantes. Là. Ça va être bien. Des fois, j'appelle ça du marketing scientifique. Tu sais, le marketing classique, tu es dans les corridors de tes clients, puis tu dis « Ouais, comment ça va? » Puis du marketing scientifique, tu es en face d'un dashboard, puis tu essaies de catcher comment ça se fait, de segmenter ton monde. Oui. Tu vas voir, parce que Lenny, qui s'en vient dans quelques minutes, ce qui a vraiment fait une grosse différence au début, moi, il m'a impressionné parce que ça a pris une couple de miracles au début, il va en parler dans quelques trucs.
mais la chaîne numérique d'acquisition client sur Internet, vous étiez incroyable. Ah ouais. Vous étiez incroyable. Oh non, non. Il savait comment aller chercher les gens interceptés. Ben, ça, vous avez ça en commun. Lui, il a bâti sa start-up en utilisant Google Earth. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est pas parce que Google l'utilise qu'il n'y a pas d'opportunité. Je pense que Lenny en est un autre, Même, bon exemple. je pense que ton produit existait chez Google. Moi, je me rappelle avoir vu une démo à l'interne, un truc où est-ce qu'on plaçait des panneaux solaires, puis ça a tombé. C'est comme quasiment la même histoire. Mais tu vois, c'est bien la preuve, quand un gros joueur est sur ton cas, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Les autres, ils savent qu'il y a de l'argent à faire. Faut pas te laisser intimider, il y a vraiment... c'est un signe, c'est un signe. Puis c'est ça qui arrive, le courage d'être bold, puis de dire, non, non, il y a vraiment de quoi, puis c'est beau, Goliath, puis tu as des milliards, mais il faut voir. J'en ai beaucoup d'entrepreneurs dans le métavers. Je lisais il y a 2 semaines, Zuckerberg, là, il a mis 1 milliard par mois pendant 1 an pour développer le métavers. Et ça marche pas. C'est pas parce que puis il y a tout, il y a Facebook, Christy, il y a le plus gros réseau social au monde, puis il n'y arrive pas. Il a juste brûlé un paquet d'argent, puis on le voit son métavers, mais tu sais, à un moment donné, ça n'a pas l'air que c'est facile, même quand tu as un paquet de fric. Fait que c'est un gros élément. Écoute, en terminant, toi, tu es un entrepreneur en série, je pense qu'on peut dire ça. Ça t'a animé, on se rencontrait, la gang à Polytechnique et tout. Il y en a beaucoup là, dans les premiers temps de tout. Tu as fait Google, tu as été chez Elemental AI, tu as Waverly, il y en a d'autres. Avec l'expérience, si tu pouvais te donner un conseil à toi-même, revenir dans le temps puis dire à nos amis entrepreneurs, OK, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir te dire? C'est une bonne question. Quand ma première entreprise s'est plantée, 2001, frais à la maîtrise, c'était le crash des dot-com. Nous autres, on avait parti 4 étudiants à la maîtrise à l'Université de Montréal. On s'était dit, on va faire des engins de jeu. On avait des idées. C'était le début d'Internet, tout ça. T'sais. Puis on avait réussi à intéresser quelques investisseurs. On avait même pris des bureaux dans le Vieux-Port. J'étais jeune. Puis ça s'est planté, mais beaucoup à cause de tensions internes entre les cofondateurs. Puis j'ai trouvé ça super dur. Tu sais, vraiment, là, puis je me suis dit, c'est fini, je serai plus entrepreneur, là, c'est bien trop dur. J'ai dit à ma blonde, ça me reprend à un moment donné, là, prends du duct tape, attache-moi dans la garde-robe, laisse, ça va passer. Puis elle m'a pas écouté. Puis je sais pas, je pense que ce serait, tu sais, c'est que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu es entrepreneur, à un moment donné, ça te prend vraiment, c'est toi, tu sais, c'est pas juste une entreprise, ça devient un peu identitaire, tu sais. Puis, je pense que j'ai quand même appris, là, j'en ai vécu des durs, là, tu sais, puis j'ai quand même appris à conserver cette passion-là, cet attachement identitaire-là à ce que j'essaie de construire, qui me donne l'énergie de le faire, un peu la folie. Je veux dire, écoute, mes chums qui sont restés chez Google sont plus riches que moi aujourd'hui, tu sais, c'est niaiseux comme move ce que j'ai fait en rétrospective par rapport à l'argent que j'ai pu faire avec ça. Mais, donc, de conserver cette passion-là, mais de réussir à la détacher du reste de ma vie pour pas que ça vienne m'affecter autant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à développer avec les années, puis de voir que c'est faisable, que tu peux à la fois être passionné par un truc, investir beaucoup, beaucoup dedans, mais de prendre des risques qui, à la fin de la journée, peuvent ne pas fonctionner, puis que c'est pas la fin du monde. Ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ça, c'est que les gens m'en voulaient pas pour mes failures. Tu sais, quand ça marchait pas, ils me disaient pas « voyons, t'es donc pas bon, t'as pas réussi. » C'est pas ça, c'est comme t'as osé, t'as pris des bonnes décisions pendant que tu le faisais. Je veux dire, c'est ça, être entrepreneur, tu sais, que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Après, faut que tu continues à prendre des bonnes décisions, faut que tu t'investisses, faut que tu travailles fort, mais si tu fais tout et que ça fonctionne pas, c'est pas nécessairement de ta faute, t'as pas besoin de t'en vouloir, t'as pas besoin d'aller te cacher en dessous d'une roche pendant 10 ans. Fait que cette espèce de maturité-là que j'ai acquise, je sais pas, j'essayerais de dire à petit Philippe, peut-être que
peut-être tu peux être plus conscient de ça. Respire par le nez un peu. Exactement. Ben, ça, c'est important ce que tu dis parce que quand c'est notre première business, on a une relation fusionnelle. On a dit, coudon, si ma compagnie marche pas, c'est ma marge, il y a plus rien. Marche pas. Non, la vie continue, c'est normal. Il y a plus d'échecs que de succès. Puis d'habitude, le succès vient après une coupe d'échecs. Puis c'est une business. C'est une business. C'est une business. Fait que toi, heureusement, aujourd'hui, on vit plus longtemps que nos business. C'est peut-être une bonne nouvelle. Tout à fait, j'espère. Mais puis en même temps, de prendre du recul, tu es plus capable de prendre des bonnes décisions. C'est ça. Tu sais, puis d'amener dans la bâtisse, puis d'y arriver de la bonne façon. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup. C'est un grand plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, je pense que... on te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Puis t'es bienvenu. Venez essayer ça. Là, Ben moi, je suis le genre, je pense que je suis dans ta clientèle maniaque de nouvelles qui n'en a jamais assez. Là. Parce que là, j'ai compris qu'il faut le rechercher. Fait que ça fait plaisir. On va prendre une mini pause de 2 minutes pour recevoir Lenny. On va reparler de défier statu quo. OK? Entrepreneur, oui, on peut changer le monde. On peut. C'est pas parce que c'est impossible qu'on va pas le faire. En fait, on le fait plus souvent qu'autrement maintenant. Merci beaucoup. À tout de suite.